Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité de ce mercredi, les épreuves du baccalauréat démarrent demain. Quelques 150 000 candidats inscrits, 6 401 de moins par rapport à l'année dernière. L'Office national du bac a fait le point sur les dispositifs mis en place pour l'examen. Les candidats sous pression, ils ont consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices pour être à jour. Nous en avons rencontré quelques-uns au lycée Ngalandou de Diouf et ils nous ont fait part de leurs appréhensions. 3 jours après la Tabaski, Dakar est toujours aussi vide et calme. Les activités reprennent très timidement. Une période de vacuité pour l'économie. Constat dans le reportage de Amadou Barry dans quelques instants. Et enfin, la découverte de ce soir nous emmène à Mbour. Le quartier Mbour tout couleur nous ouvre ses portes. Coup de projecteur sur son histoire. À la une donc, les épreuves du baccalauréat 2022 vont démarrer demain. Près de 160 000 candidats cette année. Le directeur de l'Office national du bac note une baisse du nombre d'inscrits comparé à l'année dernière. Les candidats du public représentent 52,69% et les candidatures individuelles s'élèvent à 16,95%. Sosendiaï, directeur de l'Office du bac, joint par Migui Maramdjaï. Ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est que nous sommes prêts pour l'organisation du bac qui démarre le jeudi matin. Donc pour l'instant, la dernière étape qui consistait à mettre en route les présidents de jury, elle est en cours, elle est presque achevée d'ailleurs, parce que certains présidents de jury qui doivent venir généralement de Ziguinchor pour siéger à Dakar. Mais sinon, tous les autres sont déjà mis en route et sont déjà partis. Est-ce que pour le moment, il n'y a pas de difficultés rencontrées? Nous savons que c'est dans un contexte particulier marqué par la campagne, mais également par la saison des pluies. Oui, pour la saison des pluies, je pense que nous sommes quand même déjà habitués parce que ça fait depuis 2021, on organise le bac au mois d'août-septembre. Et cette année, on est au mois de juillet. Je pense qu'on a déjà gagné presque un mois par rapport aux autres années. Donc, pour ce qui est de la campagne, je pense que les acteurs qui sont concernés par l'examen, ils sont relativement concentrés sur leur sujet et peut-être s'ils doivent s'occuper de la campagne, ce sera après, mais pas pour l'instant. On a 481 jurys. Maintenant, sur ces 481 jurys-là, les 16, c'était des jurys du baccalauréat technique. Et donc, c'est le reste qui compose au baccalauréat général. Pour le nombre de candidats, nous sommes à 150 925 candidats, mais sur les 150 925, donc les 3 252 étaient au baccalauréat technique et c'est les 147 673 qui font le baccalauréat général. Et la règle d'or pour les candidats, c'est d'être à jour sur les révisions et cela implique bien entendu des sacrifices, moins de loisirs, moins de divertissement. Illustration dans ce reportage signé à Diouf, un reportage réalisé au lycée Ngalandou de Diouf. C'est le calme plat au lycée Ngalandou de Diouf, un établissement qui d'habitude grouille de monde à ce moment de la journée. Les quelques rares élèves sur place ont fini de réviser et s'apprêtent à quitter les lieux. Parmi ces candidats, Pape Nalafal, élève en classe de terminale. D'après lui, il a accompli sa tâche, le reste est entre les mains de Dieu. On gère jusqu'au jour J, on fait ce qu'on peut. Si ça doit passer, ça passera, sinon on attend une prochaine fois. Tout est entre les mains de Dieu et si on peut ajouter quelque chose, on le fera. Mais voilà, on le fera, Inch'Allah. Tout le monde est passé par là. Lamine, très fatigué, Boubacar Dem nous confie qu'il est resté 24 heures sans fermer l'œil à cause des révisions nocturnes qu'il organise avec ses amis chez lui. J'ai passé 28 heures environ sans dormir. Moi et mes anciens camarades, on s'est regroupés chez moi pendant toute la nuit. On a révisé nos matières dominantes. Étudier pendant 10 ans ou presque 13 ans, toute votre vie, ça se décide en une semaine, quoi. C'est décisif, quoi. Malgré les moments de révision intenses, la pression sociale pèse sur cette candidate. On est un peu stressé
un peu d'angoisse, inquiétude, le tout mélangé. Mais on fait avec déjà, on a appris 9 longs mois avec les perturbations qu'on a subies. C'était pas facile. On a cheminé pendant tout ce temps. Il y a quelque chose quand même dans les têtes. Donc, Inch'Allah, avec le Tout-Puissant, les prières et tout, on le fera, Inch'Allah. L'envie de réussir se lit sur leur visage. Ces candidats ont une seule devise, une seule foi. Ils viennent d'effectuer leur toute dernière révision dans la joie. Nous en parlions hier. Le ministre de l'Intérieur a décidé de freiner les vagues mortelles sur les plages. Les cas de noyade par an sont non négligeables et le nouvel arrêté sur les plages interdites à la baignade est justement parcouru par Pape Ibrahim Ndjaye. Elles sont au total 26 à être mortelles, d'après la note du ministre de l'Intérieur. De Dakar à Saint-Louis, Antoine Félix Diome souligne en rouge les plages qui tuent chaque année et à un rythme effréné au Sénégal, des dizaines dans la capitale sénégalaise. Exemple, Ladjor, Soumbédioune, Mermoz, Mamel ou encore Bargny-Minam. La région de Thiès n'est pas non plus épargnée par les vagues à éviter. On peut citer les plages de Mboro, Ndayane, Poponguine. Pendant ce temps, à Kaolack, tous les lieux de baignade existants sont interdits, contrairement à Louga, où seule la plage de Taré est autorisée. Au même moment, à Fatick, les populations peuvent prendre de l'air frais à Akale, sur la route de Foundiougne, Simal et j'en passe. Mais autorisé ne signifie pas zone de non-droit, puisque la mer est accessible de 9h à 19h dans les plages autorisées. À travers cet arrêté, le ministre de l'Intérieur montre sa ferme volonté de freiner les vagues mortelles au Sénégal, des vagues qui font des centaines de victimes chaque année. Et l'autre titre de ce mercredi, Dakar n'a toujours pas repris ses couleurs 3 jours après la Tabaski. Les rues sont toujours aussi vides, le commerce au ralenti, une période assez creuse pour l'économie. Amadou Barry et Sedina Mbaye ont fait un tour en centre-ville. C'est un junior et fonctionnaire béninois travaillant à l'ASECNA dont le siège se trouve ici à Dakar. Il a profité de cette période où la capitale s'est vidée de ses habitants, rompant avec ses bouchons habituels pour faire ses courses dans un magasin de vente de matériel électroménager. La période est perçue plutôt comme une aubaine. Pour nous, un moment de pouvoir circuler facilement dans le pays, surtout à Dakar où les embouteillages ne manquent jamais. Bon, moi, par exemple, je suis venu faire des achats ici, comme vous m'avez vu. Et en temps normal, je ne pourrais jamais garer ma voiture ici. Mais profitant de la fête, je peux sortir librement et vaquer à mes occupations sans difficulté, quoi, aucune. Cependant, il invite les habitants de son pays de résidence à reprendre service pour vaincre l'esprit de sous-développement. Pour un pays comme le Sénégal, que j'aime si bien, un pays qui est pays en développement, fêter et rester aussi longtemps à la maison pourrait plomber l'économie. Ce n'est pas de nature à arranger les choses pour les ménages qui sont alimentés au quotidien. Parce que vous savez, hein, beaucoup de nos concitoyens vivent au jour le jour. À Sandaga, au lieu du secteur informel par excellence, beaucoup de boutiques continuent encore de baisser rideau. Seuls quelques lieux de vente ont rouvert, comme cette boutique qui vend des matériels électroménagers. Son gérant n'a repris qu'hier. La période est plutôt synonyme de bonnes affaires, fait-il savoir. Parce que fait qu'il sur 1 pour 20, Accompagné de sa demi-sœur, ce juriste traverse tranquillement le rond-point de Sandaga, habituellement très bondé, même s'il comprend la tradition de certains qui aiment rester quelques jours avant de reprendre leurs activités. Il milite pour un changement de mentalité. Passer la fête avec sa famille, au moins 3 jours maximum, c'est bon. Ensuite, venir à Dakar et ailleurs, continuer son travail, c'est mieux. Parce que ça paralyse l'activité économique. Du point de vue de la fiscalité aussi, ça peut ralentir les activités économiques de l'État. C'est devenu une tradition à Dakar. Lendemain de fête de Tabaski rime avec fluidité dans la circulation, mais galère pour les usagers qui peinent à se ravitailler en denrées et matériels de diverses sortes.
Et après la Tabaski, l'ambassade de Turquie à Dakar a évalué sa contribution à la fête. Plus de 1000 bœufs et des moutons ont été distribués, des kits alimentaires. C'est un public reportage signé Seynabou Babou. Comme à l'accoutumée, la fondation gouvernementale turque, à travers son programme d'assistance aux couches vulnérables, a sacrifié à la tradition plus de 80 000 bêtes pour 82 pays pour la fête de Tabaski. Le Sénégal a reçu 1074 bœufs. Au Sénégal, pour le programme du Tabaski, nous avons sacrifié 1074 bœufs. 1074. Environ 10 740 familles ont bénéficié de ce sacrifice. Le nombre de personnes qui a bénéficié de ce sacrifice est de 107 400. La distribution, nous l'avons effectuée dans 8 zones différentes. Donc dans la zone de Matam, dans la zone de Kaolack, Fatick, Mbour, Thiès, Saint-Louis, Louga et Dakar. Le représentant du ministère de l'élevage magnifie cette initiative. Allons croire, ceci est une vieille tradition et ne fait que renforcer notre économie, mais aussi celle des sociétés d'abattoirs. Du point de vue économique, donc, ça nous permet d'écouler les productions en termes de nombre de bêtes, mais en même temps, les prestations de services, c'est-à-dire l'abattage de la bête, le dépeçage de la bête, la mise en condition de la bête immolée, se fait à l'intérieur des abattoirs de la SOGAS. C'est une prestation de service qui renforce le dispositif de production des sociétés d'abattage et de conditionnement des bêtes immolées. Cela aussi, du point de vue économique, ça renforce. Plus de 1500 bœufs sacrifiés, distribués auprès de 10 000 familles. Cette année, la particularité est qu'on a rajouté la distribution de 1000 colis de vivres composés chacun de 100 kg de riz, de 5 kg de sucre et 5 kg. D'abord, des nouvelles du drame à Mélia. Les conclusions de l'enquête menée par le Conseil national des droits de l'homme révèlent une mort par asphyxie mécanique. L'organisation marocaine confirme que 23 migrants ont péri dans ce drame et dans ses conclusions, le CNDH recommande aussi d'attendre les rapports d'autopsie toujours en cours. Les autorités ivoiriennes se sont enfin exprimées officiellement sur le cas des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako. Ils sont accusés par les autorités maliennes de la transition d'être des mercenaires. Abidjan a donc livré sa version. Les 49 hommes sont des militaires de l'armée régulière ivoirienne. Ils sont arrivés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien en vertu d'une convention signée en juillet 2019. Il y a donc 3 ans entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies. Et puis au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme devait juger aujourd'hui 6 militaires accusés de complot contre la sûreté de l'État et non-dénonciation de crimes. Le procès a été renvoyé suite à une requête de la défense. Un des prévenus contestant sa mise en accusation a formulé un pourvoi devant la Cour suprême. Il faut désormais attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle avant de le programmer. Fin des pourparlers en Turquie pour libérer les céréales ukrainiennes. 20 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, en raison de la guerre avec la Russie. Les pourparlers à Istanbul sont officiellement terminés. Ces discussions entre experts militaires des 3 pays et en présence de représentants des Nations Unies ont duré près de 4 heures. La suite du journal. Et nous allons à présent découvrir un très ancien quartier de Mbour qui date donc de l'époque coloniale. Mbour tout couleur était un lieu de regroupement des Alpulaar venus directement du Fouta. Ils étaient pour la plupart des cultivateurs et aujourd'hui le quartier a subi beaucoup de transformations culturelles et économiques. Muntaga Khan et Mamadouba. Cernés de part et d'autre par les quartiers Mbour-Mor, Mbour-Serer-Kaou, Mbour-Serer-Souf, l'Escale et la zone Sonatel, Mbour tout couleur, comme son nom l'indique, n'était habité que par des Halpulaar.
Au début, le quartier n'était habité que de Halpulaar qui l'ont créé. Avec le brassage issu des mariages extérieurs, d'autres ethnies se sont installées. 3 personnes ont été les premières à s'établir dans ce quartier. Les premiers habitants, ce sont Boubou Guindo, qui est issu du Massina, et Bokar Guessoum. Issa Diallo, mon grand-père, a quitté Mbour Serer pour venir les rejoindre ici, à Mbour Tout Couleur. Nos ancêtres ne vivaient que de culture. Ils ne connaissaient que le travail et la vertu. Ils étaient honnêtes et ils éduquaient leurs enfants dans ce sillage. Les premiers habitants du quartier ne s'adonnaient qu'à l'agriculture. Nos ancêtres ne vivaient que de culture. Ils ne connaissaient que le travail et la vertu. Ils étaient honnêtes et ils éduquaient leurs enfants dans ce sillage. Depuis le début, 5 chefs de quartier se sont succédés à la tête de la localité. Hamadi Djouldeba a été le premier chef de quartier, puis ce fut le tour de Demba Diallo qui a remis le témoin à Gorgiba, puis il a cédé la place à Oumarba. L'actuel délégué de quartier s'appelle Ndiaye Chapa. Au centre du quartier trône majestueusement un grand arbre sous lequel les anciens se réunissaient pour discuter des affaires liées au quartier. Le terrain qui est au centre du quartier, c'est la place mythique de la localité. Dans ce terrain, il y a un benteñé. Ce gigantesque arbre a été planté par mon grand-père, qui a quitté Nianing, qui était le seul centre urbain. En ce temps, Mbour était une brousse. Le quartier était divisé en 2 parties, ceux qui viennent de Khairé Law et de l'autre côté, ceux qui viennent du Massina. Un quartier où règne la paix et l'entente. Nos parents qui étaient des agriculteurs vivaient en parfaite symbiose. Tout un chacun vouait un grand respect à son prochain. Les gens s'entraidaient beaucoup et se concertaient sur tous les sujets les concernant. C'était rare qu'on fasse recours à la police. Les enfants respectaient toutes les grandes personnes. À l'instar des autres quartiers qui ont une connotation ethnique, à Mbour Tout Couleur, la langue pulaar est en voie de disparition, car seules les vieilles personnes la parlent encore. Et on se quitte sur ces notes de découverte. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.